Ok, alors je commence. Oui. Alors, merci Yoav et merci à vous tous pour votre présence. En présentant le judéo-alsacien, je voudrais montrer à l'aide d'exemples comment il a évolué, quelles sont ses sources linguistiques et typologiques et ce qu'il représente en tant que véritable langage de proximité qui reflète véritablement un état d'esprit qui lui est propre. Alors, on peut laisser cette première diapo que vous voyez. Le Jiddisch-Deutsch, c'est le dialecte judéo-alsacien ou littéralement le parler alsacien à la manière juive, comme on le voit sur ce dessin d'Alphonse Lévy, un dialogue qui se déroule en toute confiance et nous aurons l'occasion d'en reparler. D'une part, le Yiddish, c'est une déformation de Yehudit, l'adjectif juif en hébreu ou patois juif, et d'autre part, Deutsch, c'est une déformation de Deutsch, allemand en allemand, le mot étant exprimé ici justement en dialecte alsacien. C'est un langage qui a été en usage surtout dans la campagne alsacienne, au moins depuis le XIIe siècle, et il est essentiellement composé de trois éléments. Avant tout, l'allemand et particulièrement, bien sûr, le dialecte alsacien qui en dérive, et ça, nous le verrons au fur et à mesure du développement. Et aussi, bien sûr, de l'hébreu et de l'araméen, qui témoignent de ce profond enracinement dans la Bible et le Talmud, selon de nombreux exemples qui suivront. Mais commençons par le troisième élément, qui est l'élément roman, qui est un peu plus marginal par rapport aux deux autres, comprenant les influences du français, de l'italien et même du latin de l'Église. Je donne juste quelques exemples. Une belse, c'est en judéo-alsacien la servante, et en fait, c'est la déformation du mot français pucelle. Del, c'est l'enterrement, et là, c'est la déformation du mot français deuil. Ore, c'est prier, et c'est une déformation du latin orare, qui veut dire prier, et benche, c'est bénir les enfants, le Shabbat, ou réciter les actions de grâce après le repas. Et ça dérive aussi d'un mot latin, benedicere, qui veut dire bénir. Le mot braille, inviter, supplier, vient aussi du latin precari, qui a le même sens, comme dans l'expression mechile. Mechile, c'est le pardon en hébreu. Mechile braille, c'est demander pardon à ses parents lorsqu'ils décèdent. Dans le même registre, sargenes vient de sargano, le linceul en italien, et désigne bien sûr l'habit mortuaire. Les mélanges sont bien sûr nombreux, et là, il y a aussi énormément d'exemples. Je prends un, schmus variantes. C'est une déformation du français variantes, pour rien dire, avec le mot schmus, parole, bavardage en alsacien, et donc dans le sens des mots pour rien dire, des paroles sans intérêt. Une autre déformation du français, c'est la diapo suivante. C'est la diapo suivante, voilà. Et la diapo suivante évoque les frimsel, qui vient du français, les vermicelles. Et c'est comme on le voit sur ce dessin d'Alphonse Lévy, la maîtresse de maison, qui les prépare ici, c'est pour le Shabbat. Et ce plat est surtout connu pour la veille de Kippour. Parallèlement à l'influence de l'allemand et de l'alsacien, les hébraïsmes se sont développés et ces expressions d'origine hébraïque ont fini par être connues de tous, comme le célèbre Bayis, la maison, ou la bicoque, qui vient de l'hébreu bayit, Beheime, désigne une personne pas très intelligente, qui vient de l'hébreu Beheima, l'animal. Et puis, ce que connaissent beaucoup de gens, c'est Schlamassel, c'est la catastrophe. Et ce mot vient de l'allemand schlimm, grave, et de l'hébreu mazel, la chance ou le sort. Le judéo-alsacien écrit a été découvert vers la fin du XIIIe siècle
dans la vallée du Rhin et a commencé à être transcrit dans des pièces, notamment vers le milieu du XVIe, en particulier sous la forme de Purimspiel, de véritables comédies ou farces présentées à l'occasion de Purim, inspirées de ce qui se faisait à Carnaval. Ce genre a d'ailleurs continué à se développer jusqu'à la moitié du XXe siècle et on retrouve chez Alphonse Lévy ce langage en caractère hébraïque, comme on peut le voir sur la diapo suivante. Ici, on voit, c'est un dessin d'Alphonse Lévy où il a écrit en lettres hébraïques une phrase en judéo-alsacien, Ich bin aber doch ein armer Polak. Mais je suis donc un pauvre Polac. Et là, on reconnaît la fibre sociale d'Alphonse Lévy qui défendait toujours les pauvres et les opprimés. Dans la diapo suivante, voilà, ça c'est Paul Lévy qui est né en 1887 et décédé en 1962. Et il a écrit plusieurs pièces en mélangeant le français et le judéo-alsacien. J'en citerai une, mais il en a écrit deux ou trois. Garkisch, il y en a une qui s'appelle Garkisch, et ce titre, il désigne le restaurant cachère dans lequel les juifs pratiquants pouvaient manger même le Shabbat. Son nom est un dérivé d'une expression du vieil allemand qu'on ne connaît plus, mais qui veut dire bien cuit, puisqu'il fallait utiliser la Stubche, de l'allemand Stube, la chambre, et il désigne la petite chambre hermétique qui constitue ce four spécial permettant de garder au chaud un plat du vendredi soir au Shabbat midi, au samedi midi, et les prescriptions shabbatiques pouvaient ainsi être respectées. L'essor du judéo-alsacien en tant que langage du quotidien date du milieu du XVIIe siècle, puis s'est développé au cours des XVIIIe et XIXe siècles dans la campagne alsacienne. En effet, les Juifs d'Alsace ne pouvaient pas s'installer dans les grandes villes comme Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. Et après la guerre de 30 ans, lorsque l'Alsace est redevenue française sous Louis XIV, des communautés se sont créées ou se sont développées dans des bourgades et surtout dans des villages. C'est dans ce contexte rural que ce langage essentiellement parlé a pris toute son ampleur. D'abord pour les Juifs entre eux, puis il devint connu par les non-Juifs, car une réelle proximité existait, surtout dans les villages où il n'y avait pas de quartier juif, comme dans les villes où il y avait souvent des Judendorf, des cours de Juifs. Alors, les non-Juifs connaissaient les habitudes, les coutumes juives, et on peut dire un certain vivre ensemble avant la lettre a caractérisé cette vie campagnarde. Le voisin non-juif fréquentait la famille juive. Il venait lui allumer la lumière, le Shabbat. Il recevait les matzahs, la matzah ou le pain azim à Pessah. Il venait même prendre un petit goûter dans la soukha, à Sukkot. Et cette proximité a permis de mettre en relief ce langage. Le Paim Sandler, sur la diapo suivante, voilà. Le Paim Sandler, c'est la figure emblématique du judaïsme alsacien, le marchand de bestiaux, essayait de s'arranger toujours en Yiddishkeit, en judéo-alsacien, avec son confrère juif pour fixer le prix d'une bête que voulait acheter un non-juif, mais celui-ci, à la longue, finissait par comprendre très bien les chiffres suggérés en judéo-alsacien. On finissait quand même toujours par se mettre d'accord. On voit le dessin de gauche, la dureté du métier, puisque le Paim Sandler se levait très tôt le matin, il parcourait des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied avec ses bêtes. Et à droite, on voit avec ce dessin un peu la chutzpah malicieuse du Paim Sandler qui demande à l'éventuel client, comme Alphonse Lévy l'a écrit au bas de ce dessin, du Yid ou du Goy. Tu es
tu es juif ou tu es goy. Par la suite, le judéo-alsacien s'est maintenu un certain temps dans les villes moyennes et dans les grandes villes où petit à petit, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il est en quelque sorte tombé en désuétude. Mais ces traces sont toujours vivantes puisque malgré tout, il a été transmis de génération en génération et même dans la campagne alsacienne, dans les villages où il y avait une présence juive, où il n'y en a plus depuis des dizaines d'années, des non-juifs ont conservé des expressions judéo-alsaciennes qu'ils avaient entendues de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cet intérêt pour ce langage ne se dément pas, car n'est-il pas inscrit précisément dans la culture alsacienne. Ce parler particulier véhicule parfaitement les minagim, les coutumes d'une manière souvent savoureuse, en ne négligeant pas l'autodérision, les analogies, l'ironie et le simple bon sens. Freddy Raphaël, le spécialiste aujourd'hui du judaïsme rhénan, le définit ainsi: la langue de l'intimité familiale et communautaire, en même temps que celle de la connivence et de la complicité, comme nous le reverrons. Au niveau des minagim, les expressions sont nombreuses, puisqu'elles ressortent de la pratique religieuse bien ancrée dans les communautés et dans les familles. Et on chante même en judéo-alsacien le soir du Seder. C'est d'ailleurs un chant du Seder que Claude Nel, qui a bien accepté de participer à cette séance, il peut nous chanter un des chants qui est chanté en judéo-alsacien, le fameux Ein Ziglein. Si tu veux le chanter maintenant. Alors, Claude. Alors, attends, il faut activer le micro. C'est bon. C'est bon. Bah, écoute, Alain, si tu veux que je chante maintenant, il n'y a pas de problème. Oui, comme ça rentre dans le déroulement. Tout à fait. Alors, Claude, tu veux peut-être dire un petit mot sur le chant Sur le chant, en fait, tout le monde connaît l'histoire du cabri que mon père avait acheté pour 2 sous, comme le dit la chanson. Et puis ensuite, il y a une succession d'abord le chat qui a mangé le cabri, ensuite le chien qui a mordu le chat qui, lui, avait mangé le cabri. Ça continue avec le bâton qui a frappé le chien et ensuite lequel a mangé le chat, etc. On remonte jusqu'au début. Après ça, c'est le feu qui a brûlé le bâton, qui avait frappé le chien, etc. Ensuite, l'eau qui a éteint le feu, qui avait brûlé le bâton, et on remonte jusqu'au cabri. Ensuite, le bœuf qui a bu l'eau, qui avait éteint le feu, etc. Après ça, c'est le shochet qui est venu tuer le bœuf et qui, lui, avait bu l'eau, etc., etc. Et ensuite vient l'ange de la mort, le Malach HaMoves, qui a tué le shochet, qui lui avait frappé le bœuf. Et en dernier, bien sûr, Hakadosh Baruch Hu, Hakodosh Baruch Hu, comme on dit en Alsace chez nous, qui est venu tuer l'ange de la mort, qui avait tué le shochet, etc. Je voulais juste, avant de chanter ça, si je peux me permettre, ouais. Alain a parlé tout à l'heure à juste titre de Stupche, de cette pièce effectivement hermétique. Il y avait aussi, on appelait aussi Stupche ce qui existait chez mes grands-parents paternels à Vasselonne, où il y avait à l'extérieur de la maison, il y avait chez eux à l'époque on appelle ça un peu de verdure, et il y avait une femme qui venait leur allumer le feu, etc., comme dans beaucoup de familles en Alsace, comme dans beaucoup de familles juives. Et cette femme, elle mettait une grande casserole dans un trou qui avait été creusé dans l'herbe et dans la terre. Et par-dessus le couvercle de la casserole, elle remettait la motte d'herbe qu'elle avait enlevée, enfin qui avait été enlevée préalablement, bien sûr, au Shabbat. Et c'est dans ce trou à l'extérieur que restait la casserole du repas de Shabbat midi. Et on appelait ça aussi, c'est ma grand-mère qui me l'a raconté, puisque j'ai eu la chance de la connaître, on appelait ça aussi Stupche. Ouais. Voilà, je voulais juste amener cette précision, mais ce que tu as dit, Alain, est tout à fait exact. Hein, n'a rien à voir avec l'autre. Non, mais c'est une bonne précision. Oui. Bon, mais alors allons-y pour Ein Ziglein.
ein Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam das Kätzelein und hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam das Hundelein, das hat gebissen das Kätzelein, das hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam das Steckelein und hat geschlagen das Hundelein, das hat gebissen das Kätzelein, das hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam das Feuerlein und hat gebrannt das Stöckelein, das hat geschlagen das Hundelein, das hat gebissen das Kätzelein, das hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam das Wässerlein und hat gelöscht das Feuerlein, das hat gebrannt das Stöckelein, das hat geschlagen das Hundelein, das hat gebissen das Kätzelein, das hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam der Ochs und hat getrunken das Wässerlein, hat gelöscht das Feuerlein, hat gebrannt das Stöckelein, hat geschlagen das Hundelein, hat gebissen das Kätzelein, hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam der Schochet und hat geschält der Ochsen, der hat getrunken das Wässerlein, hat gelöscht das Feuerlein, hat gebrannt das Stöckelein, das hat geschlagen das Hundelein, hat gebissen das Kätzelein, hat gefressen das Ziegelein, das hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam der Malach Hamovet, der hat getötet der Schoche, der hat geschächt der Ochsen, der hat getrunken das Wässerlein, der hat gelöscht das Feuerlein, hat gebrannt das Stöckelein, hat geschlagen das Hundelein, hat gebissen das Kätzelein, hat gefressen das Tigerlein, hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Da kam der liebe Herrgott und hat getötet der Malach Hamovet, der hat getötet Schoche, der hat getötet den Ochsen, er hat getrunken das Wässerlein, hat gelöscht das Feuerlein, hat gebrannt das Stöckelein, hat geschlagen das Hundelein, hat gebissen das Kätzelein, hat gefressen das Tigerlein, hat gekauft mein Vetterlein 2 Pfennig. Ein Ziegelein. Juste deux petits points, j'ai pas vu qui a écrit, mais pendant que je chantais, j'ai vu que on m'a mis un petit mot. Il est exact que ce n'est pas précisément du Yiddish-Deutsch. C'est plus de l'allemand que du Yiddish-Deutsch. Il y a simplement le rajout de la particule Lein, par exemple, Vetterlein, c'est-à-dire Vater en allemand, et on ajoute le Ein à la fin de chaque chose. Mais ce n'est pas vraiment du judéo-alsacien pur et dur comme on a l'habitude. Ouais, c'est vrai. Voilà. Okay, ça, c'était une petite chose. Et la dernière chose, et je m'arrête là, c'est qu'il y avait une certaine tradition dans certaines familles en Alsace, surtout quand les enfants étaient petits ou quand il y avait des petits-enfants, c'est de chanter lorsqu'on arrivait aux deux derniers, c'est-à-dire le Malach Hamoves, l'ange de la mort et Akadosh Baruch Hu, on le chantait à toute vitesse, ça faisait en général rire les enfants, et on les maintenait éveillés en leur promettant cela pour la fin du Seder. Voilà, merci à vous. Merci à toi, c'était vraiment bien d'avoir fait ce chant. Alors, je peux continuer? Vous me permettez une question pour l'allemand ou pour l'alsacien? Parce que moi, je suis bilingue, ça veut dire je parle l'alémanique suisse et je parle l'allemand, mais c'est de l'allemand pur. C'est pas de l'alémanique. Et ce qui m'étonne, que aussi j'ai vu ça dans d'autres chants de Pessah, à Chatmi Yodéa, c'était la même chose. C'était de l'allemand, c'est à base de l'allemand et pas à base de l'alémanique alsacien. Absolument. Alors, comment ça se fait? Parce que les Juifs, ils ont vécu avec les Alsaciens, alors quand même les chants étaient en allemand, à base de l'allemand, pas en allemand, mais à base de l'allemand. C'est de l'allemand souvent avec des termes judéo-alsaciens, c'est un mélange souvent. Les termes, oui, mais le syntaxe, il est allemand. Oui. C'est juste. Ma femme qui est suisse aussi m'avait fait la même remarque. Oui, on remarque tout de suite. Que ma femme est suisse? De Zurich. Zurich, oui. Alors, on laisse Alain continuer. Alors, je vais continuer sur mon développement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais juste préciser en passant que les deux scènes que tu montres là, Alain, de Alphonse Lévy, elles se trouvent toutes les deux au musée, mais en 3 dimensions, avec des personnages en fil de fer. Habillés à peu près dans les mêmes poses que j'entends quelque chose. Au musée de Mouchiller. Oui, au musée de Mouchiller, oui. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue.
Alors, ce parler judéo-alsacien a aussi, par exemple, des applications sur le plan. 56. Comment? Il y a quelqu'un qui a oublié de mettre le micro. Je sais pas, Alain Kahn, Michel Briquet, Alain Lévy, Blumerlin, je sais pas qui c'est, Claude Bloch, Claude Enel. Alors, juste un instant, je vais voir qui c'est. Alors, Sur mon banc. On peut continuer? voilà, c'est bon. Donc, je disais qu'il a aussi des exemples, il y a des exemples, des applications sur le plan culinaire qui tient d'ailleurs une grande place. Il contribue à l'ambiance de Yom Tov, de la fête, Yom Tov en hébreu, de fête, le bonjour, et tout doit justement être Yom Tovtik, digne de la fête. À Pessah, bien sûr, c'est les fameux Batek Neflish, les boules de matzah à la graisse d'oie. L'incontournable Matzah Kugel, c'est la diapo suivante. C'est aussi un dessin d'Alphonse Lévy. Et ça vient du vieil allemand Kugel, rond, en référence au moule rond utilisé pour le cuir. Un gâteau à base également de matzah et de meker, comme on dit, de graisse de veau ou de bœuf, selon là aussi un mot du vieil allemand. À Shavuot, bien sûr, il y a la tarte au fromage, le käse, ça c'est de l'alsacien pur, ou un collet. Ça vient de l'expression kol, la voix divine, et esh, le feu, et donc la voix qui sort du feu, comme cela s'était passé sur le mont Sinaï. Et c'est une brioche au beurre. Ce sont tout ça des mets lactés, car le lait, chalav en hébreu, a une valeur numérique de 40, comme les 40 jours au cours desquels Moïse se trouvait sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. À Purim aussi, il y a un mets spécial, c'est le Homen, en souvenir du méchant Aman, qui a fini par être pendu. Et le Homen, c'est Aman, c'est ainsi de la viande fumée, car pour la fumée, elle est pendue dans la cheminée comme Aman a été pendu. À Purim, il y a aussi le Purim Keshlu, qui est une tradition alsacienne de Purim et de Kuchen, de l'allemand, c'est le beignet de Purim. Pour Hanouka, je placerai sur le plan de la convivialité cette fois. Les familles jouaient ou jouent encore au Trenterle, un jeu de toupie. C'est une déformation du verbe drehen en allemand, tourner, ou au Klopfes, ça c'est de l'allemand klopfen, frapper, qui est un jeu de cartes où on fait aussi des mises en frappant sur la table en fonction de la valeur de chaque carte. Mais le judéo-alsacien, c'est aussi et peut-être surtout une langue d'expert. Et là, on peut évoquer le marchand de bestiaux, le Time Center, sur la diapo suivante, si tu peux. Voilà, ça c'est aussi un dessin d'Alphonse Lévy. Je vous avais dit, ça vient de l'hébreu Pehaïma, la bête, et de l'alsacien Händler, le commerçant, car il est reconnu comme ayant de solides connaissances dans son domaine. Le paysan lui fait entièrement confiance, car son diagnostic ou ses avis sont toujours pris en compte. Et lorsqu'il lui dit que telle affaire est une bonne affaire, de l'hébreu matzia, l'affaire, il le croit sur parole. Il était capable de juger la bête du premier coup d'œil, si c'était une vache laitière ou plutôt une vache de boucherie, et évaluer au plus juste son poids et la quantité de lait qu'elle pouvait produire. Le marchand de bestiaux respecté était qualifié de koftik, de kavod, l'honneur, la dignité en hébreu. Il savait trouver un accord, il savait shoremor, de peshoro, l'arrangement en hébreu, ou sholomor, faire la paix, du mot shalom. Il était connu aussi pour ne pas mentir. Et on disait, de Sheker, le mensonge, il ne dit pas de mensonge. Et il était fier de dire, mein Leben lang habe ich kein Mishpat gehabt. Toute ma vie, je n'ai pas eu de procès. Mishpat en hébreu. Les marchands de bestiaux, et en particulier le marchand de chevaux, passaient pour ce qu'on appelait un srora, de sororo en hébreu, un homme puissant, ou un kotzen, de katzin, riche en hébreu. Et ces termes désignent bien sûr un homme honorable qui a réussi dans ses affaires. Bien sûr, il pouvait aussi avoir des rivalités terribles. Alors, les rapports pouvaient se détériorer à vie entre amis ou entre proches. Ils devenaient stock, lourdement en allemand, Saune,
fâché ou ennemi, du mot hébreu sono, ennemi. Voilà, maintenant, on peut passer à quelques exemples d'expressions mélangeant l'allemand et l'hébreu et qui sont très fréquents. J'amènerai ici une petite anecdote qui le reflète. Pendant l'office de Kol Nidre, la veille de Kippour, le rabbin fait en général un sermon moralisateur. Et là, on peut passer à la diapo suivante. Le regretté rabbin Max Guggenheim de Saverne, hein, qui était né en 1877 et mort en 1967, disait souvent, dans son discours de Kol Nidre, Ich habe een brief bekommen van Elionove, was schrieb Wort auf Tüfe. J'ai reçu une lettre du prophète Élie en judéo-alsacien, Nove, c'est Nabi en hébreu, le prophète, l'annonciateur du Messie. Was schrieb qu'est-ce qu'il écrit? Wort auf Tüfe. Il attend la réponse. Or, en alsacien, Tüfe veut bien dire la réponse, mais en judéo-alsacien, cela veut aussi dire le repentir, qui se dit en hébreu tchouva, et donc en judéo-alsacien se dit aussi tchufa. Une autre expression pleine de bon sens, es gaat sich keiner beginnen, entweder God is, oder God kennen. Personne ne se gratte pour rien, ou bien il a des soucis, ou bien il a des poux. Beginnen vient de l'hébreu beginom, gratuit, et daies de l'hébreu déobo, le souci, et kenem, c'est l'équinim, des poux en hébreu. Le juif alsacien de la campagne, on le voit, est observateur, comme dans cette autre expression liée au sens de l'observation, exprimée, comme cela arrive aussi entièrement en alsacien, pour décrire l'année juive. Zeven wochen zählt man, 3 wochen weint man, 4 wochen bloost man, und das Jahr ist wieder schon herum. Ce qui veut dire, on compte 7 semaines entre Pessah et Shavuot, on pleure 3 semaines, c'est-à-dire la période jusqu'à Tisha B'Av, le jeûne en souvenir de la destruction des 2 temples. On souffle pendant 4 semaines avec le chauffard jusqu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour. On sior est schon rum, et Shveter schon rum, et l'année est de nouveau terminée. Comment mieux résumer l'année juive? On donnait aussi souvent des surnoms en lien avec l'activité ou le caractère. Der Chochem von Utene, le sage d'Utenheim, c'est un cas un peu à part, désignait le rabbin Moïse Bloch, qui a vécu de 1790 à 1868, et qui lui était un véritable érudit, qui a écrit, on peut le voir sur la diapo suivante, qui a écrit un commentaire savant sur Rollin, et qui a été réédité récemment, un traité du Talmud sur les lois alimentaires. Pourtant, cette expression, quand on qualifie quelqu'un de Chochem von Utene, petit à petit, l'expression s'appliquait ironiquement à tout homme se croyant très intelligent, comme si dans la campagne alsacienne, il ne pouvait y avoir de véritables savants. Et Moïse Bloch, justement, est la preuve du contraire. À Saverne, c'est un autre petit souvenir, un marchand de bestiaux, un Paimsantler, avait comme surnom Schlette, la luge de Schlitten en allemand, car il marchait toujours en traînant les pieds. Il y a aussi la Ksher Echter, de Ksher, la vaisselle, en alsacien, et Echter, une déformation du prénom biblique Esther, désignait une femme colporteur qui vendait de la vaisselle de maison en maison. Plus méchamment, on appelait de Chatesle, le petit voyou, de Chato, la faute en hébreu, celui qui n'hésitait pas à tromper tant soit peu ses clients et qui se conduisait mal en société. Une autre expression un peu particulière, hébreu-allemand, c'est Ose Sholom Gei. Ça veut dire curieusement renoncer ou reculer. Alors que le verset qu'on connaît bien dans nos prières, Ose Shalom Libromov ou Yassi Shalom Aleinu, tiré de la prière quotidienne, se traduit par celui qui fait la paix dans les hauteurs, la face aussi régnée sur nous. Cette prière se récite notamment à la fin du Kaddish en faisant 3 pas en arrière, en signe de déférence devant Hachem. Pendant la guerre de 14-18, l'expression était utilisée par les soldats juifs alsaciens, alors allemands, mais français dans leur cœur, pour dire à leur famille, en évitant la censure, puisque la traduction littérale n'était évidemment pas suspecte, que l'armée allemande reculait bel et bien.
Il y a aussi l'expression Hadishum von der Flint, que l'on dit lorsque quelqu'un raconte des histoires vraiment inintéressantes. Ça vient de Chidushim, des nouveautés en hébreu, ici dans le sens de baliverne, sur un flint un fusil en allemand. L'expression vient d'un soldat qui revenait de son service militaire. Son père lui demandait ce qu'il avait appris et il lui répondait Hadishum von der Flint. Ce langage imagé ressort aussi d'une expression comme siège geputzt wie Shebe Malka. Elle est attifée comme la reine Malka en hébreu de Saba, Sheba, pour désigner une personne particulièrement bien habillée. Sa façon de parler caractérise le juif alsacien de la campagne et lui permet de s'adapter à toutes les situations. À la maison, à la synagogue, il s'exprime dans ce langage savoureux. Mais avec ses amis non-juifs ou avec ses clients, il parle plus souvent en alsacien ou comme on dit en goyimlich à la façon des goyim, des non-juifs, ou encore Gallersteich, le Gallersteich, on a l'alsacien des curés, ça vient de Galler, le curé, de Galar en hébreu, qui veut dire tondu. Ce langage l'habite tellement qu'il transforme même les noms de lieux en les traduisant dans sa façon de parler. Quelques exemples, pour Altkirch, qui veut dire vieille église, il l'exprimera en judéo-alsacien, à savoir Old Tefle. Tefle, l'église, viendrait de l'hébreu tefila, la prière, donc là où on prie. Kindwiller, qui veut dire village d'enfants, devient Yannick Medine, le pays des enfants. Ça vient d'un mot hébreu, Yanput, l'enfance en hébreu. Ensuite, il y a Dauendorf en alsacien, qui évoque un sourd de l'alsacien Dauendorf, le malentendant en allemand. Et ça devient Hushim Medine, le pays des sourds. En fait, Hushim vient de Hushim, qui était le fils sourd de Dan, l'un des fils de Jacob. Ou encore, Sainte-Croix en plaine devient Tzailem Maukum, l'endroit de la croix. Tzailem, c'est l'image, c'est la croix en hébreu, et Makom en hébreu, c'est l'endroit. Les villageois, eux, étaient soit des Tauflemon, des catholiques. Taufle vient de Tauf, celui qui baptise, et Mon vient de Emuna en hébreu, la foi, soit des Chadishemon, des protestants, pour la nouvelle foi. Chadish, vient de l'hébreu Chidush, la nouveauté, la nouvelle foi. L'histoire a toutefois montré trop souvent que le richus en hébreu, l'antisémitisme pouvait être terrible et destructeur. En dehors de ces périodes trop nombreuses de crise, une réelle proximité existait pourtant entre le juif de la campagne alsacienne et l'ensemble des villageois. André Neher parlait de cet état d'esprit qu'il décrivait si bien. On peut voir la diapo suivante. Le juif de la campagne, c'est aussi un dessin d'Alphonse Lévy, le marchand de bestiaux, quelquefois le colporteur, voire le schnorr, le mendiant professionnel, est souvent devenu l'ami, le conseiller des familles qu'il fréquentait assidûment pour son travail. Il avait beaucoup de reconnaissance envers ses prafikoïm, ces gentils non-juifs, car il savait qu'il était toujours bien accueilli. Cette confiance qui régnait entre eux résultait d'une connaissance des habitudes de chacun. Le juif respectait les usages chrétiens et le chrétien respectait les usages propres au judaïsme. Dans les villages, en particulier, qui ne connaissaient pas de quartier réservé aux juifs, le proche voisinage accentuait encore cet état d'esprit. On peut passer à la diapo suivante. De nombreuses familles juives obtenaient les services d'une Shabbos-goy, la non-juive qui vient le Shabbat, la non-juive du Shabbat qui, le vendredi soir et le samedi matin, faisait la tournée des maisons juives pour entretenir le feu, ainsi que l'huile de la fameuse Shabbos lamp, la lampe du Shabbat, qui était descendue le vendredi soir par un système de crémaillère pour bien éclairer la table. Elle était remontée à la fin du Shabbat, d'où l'expression « lampe roche, dayes runter », la lampe en haut et les soucis reviennent ici-bas. On peut voir sur la diapo suivante. Ça, c'est un exemple d'une Shabbos lamp avec son système de crémaillère qui permettait de mieux éclairer la table du Shabbat.
le juif tenait à préserver sa bonne réputation. Il disait fièrement, ich habe Güter Shem in meinem Medina. J'ai un bon renom, Shem, le nom en hébreu, dans mon pays, Medina, la Medina en hébreu. Et il le disait avec satisfaction, mêlée d'une fierté souvent légitime. Pourtant, le juif qui était monté dans une grande ville, à Strasbourg, à Mulhouse, se moquait malheureusement du juif de la campagne. Il se moquait d'un ton condescendant de cette cuvatelle aristocratie, cette aristocratie cuvatelle de queue de vache. Celui qui était devenu un bourgeois en ville oubliait et reniait en fait ses propres origines. On peut voir la diapo suivante. C'est le fameux dessinateur parisien Alphonse Lévy, qui est né en 1843 et décédé en 1918. Il était né à Marmoutier et il avait fait les frais de cet état d'esprit des bourgeois des grandes villes, puisque ces scènes de la vie familiale juive en Alsace n'ont pas trouvé l'écho qu'elles méritaient auprès de la bourgeoisie parisienne originaire d'Alsace. Or, Alphonse Lévy voulait décrire les Landsiedel, ces juifs de la campagne si sincères, si authentiques, si pleins d'une foi inébranlable, malgré les difficultés de la vie. C'était un hommage qu'il leur rendait, car c'est grâce à eux que ce fil conducteur de la foi juive authentique a pu être transmis aux générations qui se succédaient. Eux, ils respectaient toutes les fêtes, ils s'organisaient de telle sorte qu'ils pouvaient être à la maison à temps pour le Shabbat et pour les fêtes. On peut passer à la diapo suivante. Ils se réjouissaient de ce repos hebdomadaire, cette ambiance si particulière, si réconfortante, grâce aux petits plaisirs qu'ils pouvaient s'accorder ce jour-là, notamment sur le plan gastronomique, puisqu'ils disaient « Shabbos ohne Kugel pot's nicht gehen », il n'y avait jamais de Shabbat sans Kugel, ce fameux gâteau à la farine. Le Shabbat, c'était à la farine, à la poire et à la graisse d'oie, qui pouvait être maintenu chaud pour les repas de midi, ou à la matzah, comme nous l'avons vu pour Pessah. Ces petits plaisirs avec le rythme des offices à la choule, ça vient de Schule, l'école en alsacien, puisque souvent c'était toujours à la choule qu'avaient lieu les cours du Talmud Torah. Donc ils allaient à la choule avec les habits de fête spécifiques, avec les promenades comme on voit sur cette image du Shabbat, avec le sermon du rabbin, avec les chants du Shabbat, les smiros, les fameuses smirot en hébreu, et il y en a des particulières à l'Alsace. Tout cela redonnait à chacun la force de recommencer une semaine laborieuse avec la perspective de revenir pour ces moments si appréciés. Pour paraphraser un célèbre slogan publicitaire, on pourrait dire que le judéo-alsacien reflète vraiment le bon sens près de chez nous. Ce bon sens n'est pas si anodin que cela, car les expressions, les mots ayant trait à la vie religieuse tout particulièrement, rythment bien la vie quotidienne. Elles en font partie tout naturellement de telle sorte qu'elles imprègnent l'ambiance à la maison. On pourrait dire qu'elles s'inscrivent dans l'inconscient de chacun, puisqu'elles font corps avec celui ou celle qui a été baigné dans ce contexte. Le fait qu'elles sont exprimées dans un langage populaire lui confère cette spontanéité qui lui donne chaque fois tout son sens. Mon regretté père, Sylvain Kahn, a été, je le rappelle, un rescapé d'Auschwitz, et pourtant, je l'ai vu chez lui, il a conservé sa foi, son émouna, qui était chevillée à son corps grâce certainement aussi à cette éducation qu'il a eue par sa famille. Le respect des mitzvot, des minhagim judéo-alsaciens allait de soi, malgré les épreuves, car ils s'imbriquaient et s'imposaient dans la vie quotidienne, quelle qu'elle soit. Leur expression en judéo-alsacien était en quelque sorte un élément facilitateur de leur utilisation et par conséquent de leur conservation et de leur transmission. C'est ce parler si proche de la réalité de la vie quotidienne qui en fait a été un vecteur important pour cet état d'esprit du judaïsme alsacien. Il a contribué à le transmettre de génération en génération dans le cadre si chaleureux des communautés juives de la campagne alsacienne. Et c'est pourquoi sa conservation est si nécessaire. Et je crois qu'avec le site sur le judaïsme alsacien, avec l'aide du consistoire, n'est-ce pas, Yoav,
une démarche globale peut se développer pour le conserver. Merci pour votre attention. Merci énormément, Alain. Je pense qu'on peut continuer encore avec des exemples, avec des chants, des photos, etc. Merci énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Voilà. Alors, moi, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a tout un travail à faire, oui. Oui. J'ai pas mal. Alors, ton micro. Micro. Vous m'entendez? Oui. Maintenant, oui. Oui. Alors, j'ai plusieurs remarques. Je m'excuse si je vais être un peu long. D'abord, un truc qui m'a toujours amusé et qui est pour un clin d'œil à l'épouse de Claude Donnel. Savez-vous ce que c'est que la Médine, la Médina des vaches? Des vaches, la Suisse. Ouais. Et c'est la Suisse. De Claude Vigée que vous pouvez écouter par Claude Vigée sur le site internet. C'est ça. Alors, je voulais parler de Claude Vigée, je voulais parler aussi d'Hermann Chatrian, vous connaissez. Bon, maintenant, concernant le Yiddish Deutsch, il faut un peu replacer son origine dans le contexte de l'époque où vous savez que l'allemand, vous m'entendez? Oui. La langue allemande qu'on connaît aujourd'hui, codifiée, est grosso modo du Bismarck en 1870. Mais l'allemand avant n'était pas codifié, c'était juste un ensemble de dialectes qui sont apparus entre le 5e et le 10e siècle, et dans lequel on peut trouver aussi bien le badois ou l'alsacien que le saxon du Danemark ou le flamand de Hollande. Et parmi tous ces dialectes, il y en avait un particulier qui était le Yiddish Deutsch. Et alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que certaines de ces expressions, comme le disait Alain Kahn, qui étaient typiquement yiddish comme schmüsse, par exemple, qui est bavardé, Alain en a parlé, sont revenus ensuite dans l'alsacien, mais en changeant de sens. Le schmüsse yiddish, qui veut dire bavarder, en alsacien, ça veut dire se bécoter. Que le bayes, qui est juste une maison, en hébreu ou en yiddish Deutsch, est devenu en alsacien une baraque, une masure, une ruine. Voilà. Oui, mais ça dépend des endroits. Oui, enfin, chez moi, c'est comme ça, je ne sais pas ailleurs. Pour terminer, je voudrais juste faire une remarque sur les origines romanes de certains mots alsaciens. J'ai fait une énorme découverte l'année dernière au colloque L'éclat et l'écart organisé par Freddy Raphaël, où il y avait un professeur qui s'appelle Asimov, comme l'auteur de science-fiction, qui est un linguiste, qui est d'origine lituanienne et qui enseigne à Marseille et en Israël, et qui s'est intéressé aux judéo-alsaciens. Et qui s'est posé la question de savoir d'où venaient ces mots de roman ou de latin. Il a émis une théorie qui m'a un peu surpris, mais qui est apparemment cohérente. Il parlait de certaines tribus qui vivaient dans les territoires qui sont devenus musulmans après le VIe siècle. Moi, je compte plus, moi. Hein? Je peux pas écouter la conférence de mon frère. Voilà, continue. Ces tribus n'étaient pas spécialement persécutées en terre musulmane, mais il y avait un problème, c'est de l'interdiction du vin chez les musulmans, et donc pour la bénédiction du Shabbat. Et donc, ils seraient partis vers un pays où on pourrait faire du vin, et ils seraient arrivés en Italie, et lui, il cite nommément les Pouilles, je ne sais pas sur quoi elle se base pour le dire, pour faire du vin pour le Shabbat, et que de là, ces Juifs seraient remontés vers le long du Rhin, et vers le nord, et notamment chez nous en Alsace. Voilà, alors c'est une théorie qui envoie une autre, mais qui me paraissait intéressante. C'est intéressant, oui, merci. C'est la théorie de la famille Kalonymos, qui est venue d'Italie, a traversé les Alpes et s'est installée le long du Rhin. C'est la famille Kalonymos, d'après les recherches de Simonson. Qui avait fui. On confond les choses avec cette histoire. Ils avaient fui, je crois. Hein. Ouais. Les actes du colloque, pas les actes, le colloque a été enregistré et pour ceux qui sont intéressés, il est sur Academ. Oui, j'ai vu. Vous pouvez trouver l'intervention de ce monsieur qui parlait pas de Yiddish Deutsch, mais de Yiddish occidental. Oui. Oui, et qui essayait de parler le Yiddish Deutsch avec un accent qui faisait rigoler tout le monde, mais enfin, il le parlait, c'était juste ce qu'il disait. Oui.
Super. Vous permettez une question? Oui. Ce qui m'a toujours intéressé pour le yiddish, c'est à part le sacré, où on a toujours choisi le mot en hébreu, il y a encore d'autres domaines dans lesquels en yiddish on s'est utilisé de l'hébreu, soit en Orient, soit en Occident. Est-ce qu'on a fait une recherche là-dessus? Quels sont les sujets qu'on a fait le choix en hébreu dans le yiddish et quels sont les sujets où on n'a pas fait ce choix pour l'hébreu? Non. Non, il n'y a pas de recherche là-dessus? À ma connaissance, non. Oui. Il y a des centres spécialisés sur le yiddish à Paris ou ailleurs qui peuvent peut-être, probablement, ont fait des recherches. Alors, je pense que c'est la semaine prochaine aussi qu'on va parler sur le yiddish. Pas le jeu d'Alsace, c'est différent. Hein. le yiddish. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que en judéo-alsacien, le terme Ashkenaz désigne curieusement les Allemands, alors que le judaïsme alsacien fait bien partie du monde ashkénaze qui désigne globalement les Juifs d'Europe occidentale. Et je crois que le nom Ashkenaz se trouve dans la Bible, dans Bereshit, je crois, et ce nom semble avoir été retenu pour désigner en particulier les Juifs allemands, car le père de ce fameux Ashkenaz s'appelait Gomer, et selon certains, ce nom serait à l'origine du mot germanique. Oui, les Juifs de l'Europe de l'Est sont Ashkénazes parce que leur origine est de l'Ashkénaze, c'est-à-dire l'Allemagne, le pays du Rhin, où ils ont été expulsés durant la peste. Alors, ils ont pris leur tradition allemande. Pardon? Avant déjà. Avant déjà? Oui. Oui, parce qu'il y a un roi de Pologne, je ne sais plus lequel, qui avait pris conscience que le système féodal était beaucoup trop vertical et qui voulait mettre de l'horizontalité dans la société, c'est-à-dire mettre du commerce. Et il a fait appel à des juifs pour ça, et il y a apparemment beaucoup de juifs alsaciens qui, dès le XIIe siècle, seraient partis vers la Pologne. Et on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que ce seraient ces juifs-là qui auraient apporté le Yiddishkeit en Pologne, lequel se serait transformé en Yiddish sur place. Alors, je ne sais pas si c'est il y a différentes influences, oui. Mais c'est quand même curieux de voir que le terme Ashkenaz utilisé en Alsace par les Juifs, ça désigne les Allemands, alors qu'eux-mêmes, sur le plan religieux, sont des Ashkenaz. Oui, c'est très ambivalent comme terme, effectivement. Ceci dit, je connais une famille, alors je ne sais pas les origines, en Alsace-Bossu, il y a des Serfas qui ressemblent beaucoup à Tsarfes, c'est la France. Oui, c'est ça. Et ce sont ces familles Serfas que je connais ne sont absolument pas juives. Alors, Alain, ou des autres, est-ce que j'imagine qu'il y a des différents dialectes entre différents villages, non? Oh, il y a des nuances, pas des grosses différences, puisque comme c'est des dialectes, il n'y a pas de règles précises. Chacun, il y a différentes intonations, mais entre le haut-rhin et le bas-rhin, peut-être. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Est-ce qu'il y a un... Oui, c'est comme le dialecte. En fait, hein. Il y a d'autres intonations. Ouais. Et les mots il n'y a pas de différence fondamentale, non. Il n'y a pas de différence criante entre l'un et l'autre, comme il pourrait y avoir en alsacien. Non. Moi, je voulais apporter juste un point de précision sur ce que tu viens de dire, Alain, sur l'emploi du mot Ashkenaz qui désigne effectivement les Allemands. Lorsqu'on parlait des Ashkenazim, en judéo-alsacien, on parlait des Ashkenazim. On ne parlait pas de Ashkenaz. On parlait des Ashkenazim. Il y a différentes formulations. Oui. Ça, c'était le judaïsme, les gens d'origine ashkenaz, c'était les Ashkenazim, alors que le mot Ashkenaz désignait, je ne veux pas dire exclusivement, mais presque exclusivement les Allemands. On disait aussi Nusar Ashkenaz. Oui. Donc, c'est utilisé différemment. Il y a différentes... c'est des variantes, comme dans d'autres cas. Oui, parce qu'il y avait un Nusar Ashkenaz qui était celui de Francfort, par exemple. Et il y avait le Nusar Ashkenaz pur. Et le Warshawski ne voulait jamais qu'on fasse le mélange entre les deux. Il disait que le Nusar Ashkenaz, c'est le Nusar principalement de la vallée du Rhin. Puisque le Nusar qui est employé ailleurs est beaucoup plus proche du Nusar Sfard,
qui correspond au Nusach de l'Europe de l'Est. Et en aucun cas le Nusach, on va dire, Yeker. Oui, oui, oui. Alors, une autre petite question. On utilise toujours Alphonse Lévy pour présenter la vie du alsacien. Est-ce qu'on connaît des autres artistes Il y a des illustrations, il y a des illustrations de Juncker et de Oppenheimer sur des scènes de vie juive du côté allemand surtout, mais c'est surtout aussi la région de Bade et la région le long de la frontière, mais du côté allemand. Et Alphonse Lévy, c'est le seul artiste qui s'est lancé dans ce domaine-là d'une manière aussi développée. D'accord. Mais il y a toute une série d'illustrations de Junkers qui reprend pratiquement toutes les fêtes juives, mais dessinées du côté allemand. Oui, oui. Alors moi j'aurais une question. En carte postale, non, c'est ça? En carte postale, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, vraiment. J'aurais une question. L'autre jour, on s'est posé la question avec quelques copains s'il existait des chansons Yiddishkeit, et en particulier des berceuses Yiddishkeit. Parce que moi, dans mon enfance, ma grand-mère me chantait des berceuses allemandes, mais c'était les berceuses allemandes. Je ne connais pas de berceuses. Je crois que il y a dans le livre de Arthur Zivy, qui a écrit le Elsasser Yiddish, dans son livre, il a quelques petites berceuses comme ça qui étaient chantées aux enfants dans la région de Bâle. D'accord. Ouais. Michel est en train de le à la fin du livre. Exactement. Il y a quelques berceuses comme ça qui étaient prévues pour les enfants. Parce que j'avais demandé. Il y avait Ritter Ross, enfin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, mais c'est de l'allemand, de l'alsacien, ça chante aussi en alsacien. Mais dans la région de Bâle, il y avait plusieurs berceuses comme ça qui ont été transcrites par Arthur Zivy. Parce que dans le domaine de l'interreligieux, je voulais lancer comme ça un truc autour de la berceuse. Oui, c'est une bonne idée. Différente. Puisque quoi de plus commun à toutes les cultures que l'enfant, quoi. Oui, c'est une bonne façon d'aborder justement ce genre de démarche. Et j'avais posé à l'époque la question à Gilbert Weil qui me dit non, il n'y a pas de chant judéo-alsacien parce que depuis la destruction du temple, on ne doit pas se réjouir. Donc, il n'y a pas de chant. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai beaucoup de respect mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à la réalité. Il y avait Claude, oui. il y avait cet air qu'on chantait d'une façon moqueuse quand un Chazan chantait mal l'office de Nil. Du hast nichts, du kennst nichts. Du hast nichts, du kennst nichts und du wirst nie Ohren, c'est ça? Voilà. Et ça, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est en fait effectivement le Chazan qui ne trouvait pas l'air, mais c'est en regardant sa femme, et sa femme lui a soufflé du vas, nix, du kennst, nix, en lui donnant l'air du Kaddish, justement. Oui, c'est une petite histoire là qui est assez succulente. Oui. Bon, à mon avis, Alain, on vient juste de commencer de discuter de Jude alsacien. Ça va être le premier épisode. Je pense qu'il faudra qu'on continue ça. Il faut qu'on continue. Il y a pas mal de choses à faire pour conserver justement ce langage. Il faudra faire une émission qui concerne uniquement où chacun peut apporter des expressions particulières qui pourraient ainsi être sauvegardées par l'enregistrement. Oui, puis garder toutes ces expressions et les mots eux-mêmes en les expliquant, en cherchant leurs racines. Voilà, par exemple, là, j'ai un travail qui est vraiment intéressant à faire. Je vous propose qu'on se retrouve au musée pour en parler. Oui, avec plaisir. On peut trouver déjà lundi à 14h. On va parler d'André Nair avec Valérie Sibony. Avec? Alors, je vous invite tout le monde lundi. Avec qui? André Nair. Avec qui? En alsacien. Ah non, pas en alsacien ou Yiddishkeit, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Voilà, en jude alsacien. C'est comme si tu dis l'hébreu ou l'amraméen, c'est pas la même chose. C'est la même chose pour nous. Qui va parler encore merci beaucoup. Qui c'est qui parlera d'André Neher? Et Valérie Sibony. D'accord. Voilà.
Alors, on se voit lundi à 14h. Merci à vous tous. Le Shabbos. Merci, Shabbos. Shabbat shalom. Voilà, Shabbat Shalom. Good Shabbos. Merci à Good Shabbos. On va Good travailler Shabbos. sur l'accent le week-end. Shalom, Israël. Good Shabbos. Allez, au revoir les amis. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.